Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, PDG d'Antin Infrastructure Partners, société de capital investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures cotée à la Bourse de Paris depuis 2021. Racontez-nous un petit peu dans quel type d'infrastructure, santé, sociale, énergie, IA, vous investissez. Alors on investit dans quatre grands secteurs d'activité. L'énergie-environnement, on fait beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, Italie, en Allemagne, entre autres. On investit dans le digital, donc on est un très gros investisseur dans la fibre optique en particulier, mais aussi dans des sociétés d'affichage numérique, notamment Grande-Bretagne, Wallstone, Amérique et Grande-Bretagne. Pour 33 milliards d'euros d'actifs. Voilà, 33 milliards. Ensuite, les transports, très importants pour nous. Donc, on a par exemple des flottes de bateaux spécialisés qui portent les saumons depuis les fermes en mer dans le monde entier, en fait, jusqu'aux usines de traitement sur la côte. Le ferroviaire, très important ferroviaire en Grande-Bretagne, en Allemagne en particulier. Des systèmes de rechargement de véhicules électriques, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, enfin énormément d'activités en réalité, les TGV en France, puisqu'on a créé une société qui s'appelle Proxima, qui va développer une activité de transport sur la façade atlantique de la France, et puis le social, avec des choses comme des pharmacies Hippocrate, les crèches Babylou, plein d'autres choses, etc. Donc voilà, une activité très très diversifiée. Bon, donc j'ai vu 60% réalisés, des investissements sont réalisés en Europe, et donc le reste, c'est quoi? Ce sont les États-Unis? États-Unis. Donc Europe et États-Unis. Dans les projets emblématiques, pas que vous financez, mais que vous allez financer, dans ce qui vient. Parce que là, vous me parliez justement des TGV, c'est ça, 1 milliard d'euros pour acheter 12 TGV Alstom, dernière génération, pour donc Proxima, c'est ça? C'est ça. Qui est le premier concurrent français en fait de la SNCF. Alors c'est un complément, un confrère, parce qu'en fait on aura on achète effectivement 12 rames de la dernière génération à Alstom, on a signé le contrat avec la société il y a à peu près un mois et demi. Ça sera à partir de 2028. D'accord. Donc ça prend beaucoup de temps très très long à construire. Et en fait, sur cette ligne, qui est une ligne à plein développement et qui est extrêmement chargée, on représentera à peu près 3% du trafic. Donc ça peut donner une impression de l'importance par rapport à ça. On n'est pas un concurrent frontal, contrairement à d'autres personnes qui le font. On sera un complément. Pourquoi investir, pardon, question très simple, dans tel ou tel projet? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas seulement le retour sur investissement? Qu'est-ce qui fait qu'on va ou ne va pas dans une histoire d'infrastructure, ici, ailleurs? Alors, nous, on passe tous les projets qu'on regarde à travers ce qu'on appelle notre test infra, dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on recherche des caractéristiques suivantes, des services essentiels à la communauté, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être des éclairages urbains, ça peut être des trains, ça peut être effectivement des transports, etc. Deuxièmement, des actifs qui présentent des barrières à l'entrée naturelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas entrer dans une activité hyper concurrentielle où demain matin on peut avoir n'importe qui se lance et qui va faire une concurrence. Troisièmement, des activités qui ont des barrières à l'entrée capitalistiques. Capitalistiques. Donc on cherche des choses qui posent beaucoup de capital à investir. Investissement. Troisième caractéristique, on recherche des activités qui ont des cash flows prévisibles et stables. Or, bien sûr, toute transformation qu'on peut faire par acquisition ou croissance organique. Et ça se traduit notamment par le fait qu'on a la plupart de des contrats sont d'ordre privé et permettent de se protéger de l'inflation. Et puis, dernier critère, il faut qu'on ait une base pour croître importante, un potentiel de croissance qui est important. Voilà un peu ce qu'on appelle l'infrastructure. Et après, on décline ça selon les différentes classes d'actifs. Et donc, on aboutit à des performances. Alors, je ne sais pas si c'est vrai et sur quel segment, sur quel fonds. J'ai vu que certains de vos fonds ont dégagé des rendements de 20% par an. Oui, c'est ça, absolument. Alors, si on regarde on a fermé, donc on est en train de lancer notre 5e vintage, donc le 5e fonds, qui est un fonds à plus de 10 milliards 2,
qu'on a clôturé en... Plus gros, pardon, il faut le dire, vous le dites avec modestie, vous avez levé, enfin c'est pour une boîte française, c'est Cocorico, quoi. C'est la plus importante levée de fonds d'infrastructures au monde en 2024. C'est ça. C'est une boîte française, C'est ça. c'est Antin, c'est 10 milliards d'euros, record mondial. Ça traduit quoi? Un Français d'ailleurs ait réussi à faire ça. Oh ben, d'abord, ça traduit le fait qu'on est dans des marchés qui sont des marchés très globaux. J'aime beaucoup le Cocorico, c'est très sympathique, mais fondamentalement, si on était un fonds qui n'investissait que sur la France, on lèverait, on aurait un grand succès en levant 1 milliard. Ouais. Il faut être extrêmement direct. Donc on fait partie des activités qui sont les gagnants d'un monde ouvert dans lequel on peut investir. Alors évidemment, le marché domestique pour nous, ce n'est pas du tout la France, c'est l'Europe. Ouais. C'est une sorte de marché domestique. On peut effectivement investir absolument n'importe où en Europe de façon extrêmement simple. Et puis l'Amérique est un marché extrêmement important également. Donc Cocorico, ça traduit simplement le fait on répond à des besoins qui sont des besoins considérables que les États ne peuvent plus financer. Alors là, je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ça sera encore moins le cas demain matin. C'est ça en fait. Quelque part, des États qui sont endettés sous pression budgétaire, quelque part, c'est une opportunité pour vous? Totalement, totalement. Alors à condition que les situations ne soient pas tellement désespérées pour les États, que les aides ne soient pas tellement mal gérées qu'ils puissent envisager, par exemple dans le secteur social, des coupes irréfléchies. Coup de rabot, on dit en France. Un coup de rabot, c'est-à-dire en fait c'est la coupe, la réduction irréfléchie. Spécialiste en France. Voilà, il n'y a pas que la France. Enfin, la France connaît le métier. Ouais. La France connaît bien ce métier. Voilà, donc effectivement, la limite du modèle, c'est que il faut des États auxquels on arrive en complément pour apporter des solutions. Je pense que les crèches, c'est un très bon exemple. Hein. Les communes n'ont absolument plus les moyens financiers de financer toutes les crèches, sans compter les questions de responsabilité des crèches. Donc elles ont tendance à sous-traiter ça à des opérateurs privés. Voilà, et c'est un exemple parmi 50 000. Vous n'avez pas investi dans les batteries électriques. C'est vrai, et pourquoi? Non, alors les batteries, on a, vous savez, en France d'ailleurs, une entreprise, enfin quelques entreprises, mais une en particulier que je ne citerai pas pour lui faire de la publicité, mais qui est une entreprise de grande qualité. C'est Verkor. Verkor, voilà. Vous l'avez cité. Vous l'avez cité, donc je confirme. Alors nous, fondamentalement, on vise une performance qui est très élevée et on n'est pas sûr qu'on puisse atteindre cette performance avec un métier comme celui-ci. Vous l'avez senti dès le début parce qu'il y avait un engouement énorme avant de se rendre compte que le marché démarre plus lentement. Alors l'engouement, si vous voulez, nous on n'est pas du tout des gens passionnés, on est des gens extrêmement posés et rationnels. L'engouement pour le produit, c'est-à-dire la migration vers des véhicules électriques propres, etc., ça je le partage comme citoyen. Après nous on regarde les chiffres et je comprends très bien qu'on veuille avoir des champions européens, mais après la réalité du marché, c'est que vous avez des constructeurs de batteries en Chine en particulier, pour ne pas le nommer, qui ont 10, 15 ans, 20 ans d'avance sur les constructeurs européens ou américains de batteries. Je parle de batteries. Hein. Donc on a tort de se lancer Non, pas du tout. Non, après je pense que ça peut très bien marcher. Simplement, je ne pense pas que ça soit... ça réponde à nos besoins en termes de critères de risque et de rentabilité. Okay. Mais je souhaite beaucoup de succès à Verkor, évidemment. Oui, Benoît Lemeignan, c'est ça? Super dirigeant. Le digital, l'IA, on avait les images derrière vous. Vous investissez beaucoup ou pas et où? Alors nous, on investit dans un biais qui est celui des data centers, essentiellement. Étant entendu qu'aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez paradoxale, puisque l'IA paraît quelque chose qui est très dématérialisé, alors qu'en fait, l'IA va avoir un impact sur les économies les plus concrètes, les plus terre-à-terre, les plus traditionnelles qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire l'immobilier. Il faut beaucoup d'espace, construire beaucoup d'espace pour abriter les data centers. Les systèmes de refroidissement, d'ailleurs, qui sont des enjeux absolument considérables. L'électrification, enfin on a l'impression, quand on parle d'électrification, qu'on parle de la France ou des États-Unis dans les années 1850, pas 1850. Bon, là, on est effectivement face à un besoin de ces nouvelles qui est considérable. Et donc, derrière l'IA, il y a tout ça. Il y a une augmentation. Alors, aux États-Unis, pour donner un petit chiffre, on estime que l'IA va avoir dans les 10 à 20 années qui viennent une pression sur la production d'énergie de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que pour faire face à prix inchangé aux besoins que va générer l'IA, il faut augmenter le parc de 10%, ce qui est absolument considérable. Et on a vu effectivement des gens comme Microsoft, par exemple, racheter des sites d'anciennes centrales nucléaires comme Three Mile Island, qui est très très connu aux États-Unis pour avoir eu un problème grave il y a 50 ans, ou même 70 d'ailleurs, 50 ans, oui.
On voit bien la trajectoire. Alors, simplement, le nucléaire ne sera pas une réponse à court terme, mais uniquement une des réponses à très long terme. Donc, il y a beaucoup de place pour ça. Ce qui fait que l'IA, c'est l'immobilier, beaucoup d'énergie, et toutes les énergies sont bienvenues à court terme, moyen terme, long terme. Sur les 33 milliards, la part liée aux nouvelles technologies, à l'IA, etc., quelle est la part Alors, je dirais que c'est à peu près un quart. À peu près un quart est évolue à ce secteur-là. Le reste, c'est quoi le reste? Alors, avec des positions très fortes donc en Grande-Bretagne, avec une société qui s'appelle CityFibre, qu'on a racheté conjointement avec Goldman Sachs, qui est une société très importante, également aux États-Unis, enfin dans d'autres pays, etc. Et pour le reste, on a une grosse activité de transport extraordinairement variée, que ce soit dans le ferroviaire, où on est vraiment un des très gros investisseurs dans le ferroviaire. L'énergie est un secteur considérable avec des énergies renouvelables, essentiellement renouvelables aujourd'hui en tout cas, parce qu'on faisait du fossile il n'y a encore pas très longtemps, mais on fait maintenant que du renouvelable. Lequel en l'occurrence? Alors en l'occurrence, on a une société qui s'appelle Blue Energy, Blue Elephant Energy en Allemagne, qui est une boîte qui marche très très bien. Hop d'énergie qu'on a racheté en Espagne tout récemment. Pour citer Origis aux États-Unis, donc pour citer seulement quelques sociétés du portefeuille, mais qui sont des sociétés à très fort. Vous restez combien de temps en général? On reste assez longtemps. On reste typiquement entre 4 et 6 ans, voire 7 ans. Ça dépend du travail qu'on a à faire avant de pouvoir envisager une vente. C'est très variable. C'est vrai. À quel moment vous dites maintenant je vends parce que la rentabilité est cohérente à ce que vous attendiez? Quel est le... Alors, on essaie de voir un peu le travail qui a été accompli. Donc, globalement, si on pense qu'on a déjà fait un bon bout du chemin et qu'on va transmettre l'actif à d'autres actionnaires qui vont pouvoir le poursuivre dans de bonnes conditions, on pense que c'est un bon moment pour le faire. Et après, les conditions de... C'est pas qu'une question de prix. Non, c'est pas qu'une question de prix. C'est vraiment un moment où on se dit, voilà, on a fait un gros travail qui fait qu'on va bien pouvoir valoriser l'actif à plus long terme pour quelqu'un d'autre. Ensuite, il y avait une décision à prendre. Est-ce qu'on garde l'actif à très long terme via potentiellement une structure de détention de capital à plus long terme, ou est-ce qu'on pense, ce qui est notre modèle principal, de le vendre à un moment quand ça nous paraît propre. Ce qui est vrai, c'est qu'on observe depuis le Covid un allongement des durées de détention dans toute la profession de l'alternatif. Typiquement, on était autour de 4% en moyenne, tous secteurs confondus, infra et autres. 4%, ça fait 4 ans, pardon, 4 ans de détention. On est monté aujourd'hui plutôt à 6 ans. Mais tout simplement parce qu'il y a eu effectivement le Covid qui a un peu disloqué le marché. Il y a eu ensuite évidemment le conflit en Ukraine qui a fait augmenter les taux d'intérêt et donc il y a un impact sur les sorties. Voilà. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on est un peu plus long aujourd'hui qu'on l'était, mais on va revenir, on va reconverger vers 4 ans. Vos performances, les performances de vos fonds, j'ai parlé de 20% par an en moyenne, c'est quoi les performances de vos fonds? Alors, les performances, depuis qu'on a commencé on a commencé en teint, il y a 2 fonds qui ont été fonds 1 et le fonds 2 qui ont été liquidés, qui ont fait des performances d'ailleurs assez comparables. C'est-à-dire un TRI brut de l'ordre de 26%, 25-26%, et un money multiple par an. Et un money multiple, donc un multiple d'argent investi de 2,6 fois. Donc, ce qui est une performance très forte. Parce que c'est le TRI et le money multiple donnent une version... 2,6, ça veut dire qu'on a mis 100, on a 260. Voilà, exactement. Donc après, vous y arrivez à 260 plus ou moins vite. Si vous arrivez plus vite, vous avez un TRI plus fort. Si c'est un peu moins et la durée moyenne sur ces... la durée moyenne du fonds, c'est 10 ans. Sur 10 ans. Voilà. Donc tout le monde a fait des bonnes affaires sur le 1 et le 2 et sur les autres? Les autres sont en train je pense que 3 et 4 seront des très bons vintage. Le 5 est en train d'être déployé, on l'a déployé à peu près à 40%, donc c'est pas encore fini. Le 5, c'est les fameux 10 milliards d'euros. Voilà, absolument. D'ailleurs, sur les 10 milliards, on a dit qu'il y avait 1 milliard pour pas les concurrents, mais d'autres trains pour Proxima, pour les trains. Les 9 autres milliards déployés donc à hauteur de 40%. Oui. C'est sur quoi? Alors, il y a beaucoup d'investissements différents. Il y a notamment des investissements dans une société qui s'appelle Consilium, par exemple, qui est une société qui investit dans des systèmes de sécurité sur les bateaux, mais sur navires, en fait, sur des très grands cargos. Plein de capteurs qui s'assurent qu'il n'y a pas de problème d'incendie ou de détection de fumée, etc. C'est un exemple. Porte-à-cabine, investissement très très intéressant. Ça ressemble un petit peu à du Algeco, mais haut de gamme. Et c'est en fait utilisé en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques pour créer des cliniques,
des hôpitaux, des écoles, des centres de soins. Donc on empile les boîtes, c'est très rapide, très peu coûteux. Effectivement, ça permet d'éviter de passer à travers toutes les autorisations de permis de construire qui sont très très contingentes dans ces contrats-là. C'est des exemples d'investissement. À la recherche, vous avez publié vos résultats il y a ça quelques jours. Très bonne année, on peut dire même excellente. Résultat net record, EBITDA record, chiffre d'affaires record. Meilleure performance de l'histoire d'Antin, Infrastructure Partners? Oui, c'est la meilleure. Même si nous, on est toujours frustrés parce qu'on pense toujours à ce qui va venir par la suite. C'est notre métier d'investisseur qui nous fabrique comme ça. Donc on est très content de ce qu'on a accompli. Maintenant, on a levé ce fonds. Il est investi à 40%. Il faut continuer à l'investir. Vous ne manquez pas d'opportunités? Non, on ne manque pas d'opportunités. Le marché est extrêmement actif. On a les fonds 3 et 4 pour lesquels on est plutôt en phase de continuation d'investissement en partie, puis de désinvestissement pour quelques actifs. On a d'ailleurs indiqué qu'on ferait 2 à 3 sessions en 2025. C'est notre objectif. Et puis on a développé d'autres stratégies. Une stratégie dite mid-cap, donc un fonds qui est une taille de 2,2 milliards d'euros, qui lui est en phase d'investissement, et un fonds Next Generation, qui est un fonds de 1,1 milliard d'euros, qui est en phase de déploiement. Donc beaucoup de défis pour nous. Quand je vois, et c'est vrai que ça peut paraître curieux parce qu'au vu de tout ce qu'on a dit, année record, levée de fonds record, quand on voit en bourse, encore une fois l'évolution du titre, qui était à plus de 30 euros il y a 3 ans, au moment où vous avez été introduit, peut-être à un moment qui était très très porteur. Aujourd'hui, on a 12 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la bourse vous valorise mal? Moi, à titre perso, je préfère investir dans vos fonds qui rapportent 25% par an que dans l'action. Et je pense que vous voyez pareil à ma place. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. On peut faire les deux en tant que particulier? Non, là je m'avance un petit peu, il faut que je vérifie un petit peu. Non, on travaille effectivement à une offre dite retail, une offre pour les particuliers. Il faut là, franchement. Mais effectivement, on est en train de travailler dessus. Donc là c'est un petit peu tôt, mais on va y arriver. Non, alors ce qui explique l'évolution boursière, c'est pour moi relativement simple. La première, c'est qu'on est arrivé dans le marché au plus haut du plus haut. À un moment on est en septembre 2021. C'est ça. Hein. Donc à un moment où, les marchés se disent qu'il y a un potentiel de croissance supérieur en Europe par rapport aux États-Unis parce que le marché est plus morcelé. Bon. Sur le marché du private equity. Le marché du private equity, oui, pas en général, au sens large. Voilà, le marché du private equity au sens large. Donc à l'époque, les sociétés sont valorisées à un PI de 40 quand les Américains sont valorisés à 22. Ratio cours sur bénéfice. 20%. Ensuite, donc on est monté, vous m'en parliez 36 euros, on est monté sans rien faire, si vous voulez, par la demande, à 36 euros. Donc on a pris 50% en quelques mois. Et puis, avec le conflit en Ukraine, il y a eu un réajustement des priorités, des évaluations par le marché. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance avéré très supérieur en Europe par rapport aux États-Unis? Les marchés se sont dit pas vraiment avéré, donc on a un down rating, où on passe à 22 fois. C'est le cas aujourd'hui? Et c'est le cas aujourd'hui, voilà. Donc on a effectivement... Donc vous n'êtes pas mal valorisé, vous êtes valorisé quelque part... On n'est jamais assez bien valorisé. mais certainement, il y a quand même des raisons pour lesquelles on a été au début très très fortement valorisé, notamment à la fin 2021. Et donc, pour les épargnants qui nous regardent, quel potentiel d'appréciation au vu de tout ce qu'on a dit, pourquoi ou pas avoir, quand on est particulier, de l'action Antin Infrastructure Partners en portefeuille? Alors, je dirais que Antin permet d'être exposé à une société de gestion qui investit dans une thématique extraordinairement importante qui sont les infrastructures. Ce n'est pas simplement des ponts, des tunnels d'autoroute. J'ai insisté sur l'importance de l'énergie, notamment pour l'intelligence artificielle. C'est un exemple. Ça ne vient pas, mais les capitaux investis dans des infrastructures liées à l'intelligence artificielle sont absolument considérables. Mais si on parle en centaines, voire en trillions de dollars, donc c'est gigantesque. Donc ça, c'est une thématique extrêmement porteuse. Deuxièmement, ce qui rythme vraiment la vie de la société, c'est l'évolution de ses cessions, c'est les nouveaux investissements, c'est les bonnes sorties de fonds, et puis c'est la préparation de fonds futurs. Donc si vous choisissez un investisseur qui est ambitieux, qui a une bonne performance et qui souhaite croître, je crois que c'est une bonne façon de... Antin est une bonne option. Et donc, comment remettre, on finit là-dessus, l'action sur une trajectoire haussière? Qu'est-ce qu'il faut délivrer au marché pour qu'il y ait un meilleur momentum qui s'enclenche? Je pense que on souffre aujourd'hui d'un facteur qui est spécifique, c'est que on a les levées de fonds grandes, comme vous le disiez, pour le fonds 5,
ont un impact, je dirais, en espalier. Voilà. Et après, l'idée, c'est qu'on ne peut pas lisser complètement nos résultats année après année. Parce que le résultat d'exploitation en sera mécaniquement augmenté. Puisqu'il y a 10 milliards d'un coup en plus. Voilà, et c'est resté pour 10 ans, etc. Donc, et entre pas valorisé, ça? Si, c'est valorisé, bien sûr. C'est valorisé en termes de sous-jacent. Mais après, si vous voulez, le vrai enjeu pour nous, c'est de parvenir à lisser nos résultats de telle sorte que chaque année, il y a une bonne nouvelle qui fasse qu'on a une évolution de nos résultats qui soit plus lissée, comme c'est le cas des grands alternatifs américains. Allez, merci beaucoup. Merci à vous pour cet entretien. Merci beaucoup. Alain Rocher, PDG et cofondateur d'Antin Infrastructure Partners, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.